c'est bon, on a reçu une notification comme quoi c'était. Ah, super. Super, je viens de lancer. Normalement, ça a mis un post. Par contre, juste Zoé, normalement, ça va apparaître directement sur la page de l'antenne Ouais. parce que j'ai pas pu le mettre directement sur l'événement, mais normalement, on pourra le rebasculer. Donc, J'ai voilà, en l'impression tout que cas. c'est sur l'événement. Donc, Ah, bon, bah, si c'est sur l'événement, tant mieux. ouais, parfait. Super alors. Ok. Du coup, je sais pas si. Du coup, Marie, ça ne dérange pas de gérer au cas où pour la salle d'attente. Merci. Et merci pour le Facebook Live. Donc, je pense que là, on est déjà à 23. Tac. Je regarde juste les slides. Ah, tout marche pas. Eh bien, je pense qu'on peut commencer du coup, si ça vous va. Alors, je retrouve mes petites notes, désolée. Ça va un peu perturber ce Facebook Live. Alors, déjà, bonsoir à toutes et merci et tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir. On est très heureuse de faire cette masterclass. Donc, on se retrouve pour parler de l'engagement étudiant pour le droit des femmes. Donc, avant de présenter le déroulé de cette masterclass, je tenais vraiment à remercier Madame Catherine Recher et Rana Amra qui sont présentes ce soir et qui vont intervenir durant cette masterclass. Donc, on est vraiment très honorés et très heureuses que vous soyez ici ce soir. Donc, merci beaucoup. Comment va se passer la masterclass? On va avoir une première partie qui va être consacrée à la présentation de notre antenne, donc l'antenne UN Women, donc nos actions. Et également des témoignages donc, de certaines de nos membres actives qui vont parler de leur engagement et pourquoi pour elles c'est important de s'engager pour les droits des femmes. Ensuite, on aura une seconde partie qui va être dédiée à la présentation de structures qui œuvrent pour les droits des femmes, donc la Fondation des femmes, règles élémentaires qui vont être présentées par nos membres actives. Et oui, pardon, le canevas derrière, je suis totalement perdue. Attendez, il faut que je fasse un partage d'écran. Attendez, je vais faire ça après, désolée. Oui, et du coup, voilà, la présentation de la Fondation des femmes et de règlements élémentaires par deux de nos membres actifs qui vont nous parler de ces structures. Et ensuite, du coup, l'intervention de Catherine Recher puis de Rana Amra qui vont nous parler donc de ONU Femmes France par Catherine Recher et de l'ONG Humanity Diaspo qui va être présentée par Rana Amra. Donc voilà, ça va être des interventions très intéressantes aussi. Et enfin, on va avoir un temps dédié à des questions-réponses. Donc n'hésitez pas pendant toute la conférence à nous poser des questions sur le chat et aussi sur le Facebook Live. Donc voilà, on répondra à tout ça après. On devait avoir une diapo, mais du coup, juste, est-ce que tu peux m'autoriser à partager quand on va dans Share? Parce que du coup, je ne peux pas là, mais merci. Ok, parfait. Merci beaucoup. Tac. Normalement, vous êtes censé voir. Dites-moi si vous voyez bien. Parce que du coup, je vois plus. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Ok. Donc voilà, du coup, j'ai zappé ces slides, désolée. Mais du coup, pour revenir sur l'objectif de cette masterclass, c'est vraiment de présenter différentes structures, de parler de l'engagement étudiant, de répondre à vos questions, parce qu'on pensait que c'était vraiment important de parler de l'engagement étudiant autour du droit des femmes. Et on a vu que ça vous a vraiment intéressé. Donc, on espère que vous allez avoir que cette masterclass va vraiment vous intéresser, que vous allez découvrir des structures et des façons de s'engager et que ça vous motivera à vous engager par la suite. Voilà, pour déjà faire un petit point, on avait publié un Google Form il y a quelques jours sur la page de l'événement Facebook. Et on a eu beaucoup de réponses, donc merci beaucoup, on a eu vraiment plein de réponses, donc c'est très très cool. En fait, on a vu que c'était un petit formulaire un peu pour avoir vos ressentis, etc. Mais on a vu que du coup, pour une majorité de personnes, s'engager, c'était vraiment un moyen de se rendre utile, d'être actif dans la lutte féministe. Et vous allez voir durant toute cette masterclass que
avec les témoignages et les présentations, que en fait, c'est vraiment ça qu'on retrouve quand on s'engage et c'est vraiment ça qui est important, donc vraiment de se sentir utile, d'être engagé, d'être dans une communauté avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est très cool de s'engager. Et ensuite, on a aussi dans le formulaire, on a vu que différentes façons de s'engager, différentes façons dont les personnes voudraient s'engager, que ce soit dans les assos, que ce soit plus des apprentissages personnels ou via les réseaux sociaux. Et on va voir qu'en fait, toutes ces pratiques-là, toutes ces formes d'engagement, elles sont complémentaires et l'intérêt, et l'important surtout, c'est de trouver sa place dans l'engagement. Donc voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer à la présentation de l'antenne UN Women. Donc du coup, l'antenne UN Women, c'est une association c'est une antenne qui fait partie de l'association Sorbonne-ONU. Donc c'est une association qui représente l'ONU à la Sorbonne. Et donc nous, on est la branche UN Women, c'est-à-dire qu'on travaille sur les droits des femmes. Donc on est 25 dans cette antenne. Donc on a des membres actifs et 2 co-responsables. Donc avec Aurore et moi-même, on est co-responsables. Aurore qui arrivera peut-être durant la conférence. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser sur les enjeux de la lutte pour le droit des femmes, c'est de promouvoir l'égalité des genres au sein de la fac, mais aussi au-delà, parce que nos événements sont ouverts à tous et à toutes, pas forcément obligés d'être étudiants. Donc, voilà. Donc, nos actions, donc les filles, elles vont aussi peut-être sûrement vous en parler de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont aimé, etc. Mais généralement, on organise des conférences, des ateliers. On a aussi un blog où on est très présente. Donc voilà, on essaie vraiment de diversifier les formats, de sensibiliser via des événements en présentiel normalement et aussi via nos réseaux sociaux, les blogs, etc. Donc on écrit des articles, des rubriques culturelles, on fait des portraits de femmes inspirantes, etc. Donc on a vraiment envie de diversifier les formats parce que c'est important, parce que ça permet de toucher beaucoup de personnes, mais aussi parce que chacune des membres actifs peut un peu trouver sa place et faire ce qu'elles aiment. Donc, par exemple, des événements qu'on a pu faire cette année, on a eu une conférence sur les écoféminismes, on a eu une table ronde sur les féminicides. Donc voilà, on essaye de faire aussi des sujets très variés et c'est pour ça que notre antenne est très cool parce qu'il y a plein de sujets très variés, donc c'est très, très sympa. On essaye aussi parfois de faire des actions de terrain. Bon, cette année, du coup, c'est un peu compliqué, mais normalement, on essaye de faire une récolte de produits hygiéniques destinés aux femmes sans abri avec UCPH, sauf que cette année, du coup, ça n'a pas pu se faire, mais on va essayer peut-être à la fin de cette année et l'année prochaine, de faire des actions de terrain, parce que c'est aussi des choses qui sont très intéressantes et qui motivent un peu chaque membre actif à faire des projets, etc. Donc, c'est des événements qui sont assez galvanisants, si j'ose dire. Voilà, et ensuite, la crise sanitaire, ça nous a aussi un peu forcé à revoir les façons dont on pouvait s'engager. C'est pour ça que là, par exemple, ce soir, on fait une conférence via Zoom, donc ça donne un petit peu des aléas techniques et on est vraiment désolé de ça, mais ça permet toujours de faire quand même des événements et de faire les choses autrement, et c'est pas grave, on s'adapte. Mais on peut aussi sortir du coup de nouveaux formats. Par exemple, SONU a lancé une chaîne de podcast. Nous, on a déjà fait un podcast avec l'antenne Human Rights de SONU qui était sur les travailleurs et les travailleuses du sexe. Donc voilà, on essaye de développer, de faire des choses et de se diversifier et de s'adapter aux situations pour que en fait, l'engagement continue malgré la crise sanitaire. Voilà. Donc ça, vous allez voir que quelques-unes de nos membres actifs vont se présenter, parler de leurs expériences, de leur témoigner de pourquoi pour elles c'est important de s'engager. Du coup, maintenant, si je parle vite fait de moi, du coup, moi, je suis la co-responsable de l'antenne UN Women. J'étais déjà membre actif de l'antenne l'an dernier et je suis en double licence de droit sciences politiques. Et du coup, je voulais un peu parler de pourquoi je m'étais engagée parce que je trouve que c'est important, on trouvait de façon générale que c'était important de parler de pourquoi on s'engage, des raisons qui nous motivent à nous engager, parce que je pense que c'est des choses qu'il est important de se rappeler parfois. Et donc, personnellement, je me suis engagée parce que j'avais vraiment envie d'être active dans la lutte féministe. J'avais envie d'apprendre des choses. Quand je me suis engagée dans SONU, je ne connaissais vraiment pas grand-chose et j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que s'engager, être dans une asso, ça permet vraiment d'un constant apprentissage, d'avoir des sujets très variés, de tout le temps se remettre en question, se poser des questions sur soi, sur les autres. Et c'est très enrichissant.
Donc, c'est vraiment très, 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 très enrichissant d'avoir cet apprentissage comme ça. C'est aussi être engagé dans une asso, ça permet aussi d'avoir un impact, entre guillemets, à plus grande échelle. C'est-à-dire que les événements qu'on fait, ils sont ouverts à des... Ils sont visibles par beaucoup de personnes et donc c'est aussi intéressant d'avoir du coup des actions qui frappent un peu plus fort, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, l'engagement est important. C'est aussi enfin, ça a plein de points positifs et les filles vont aussi vous en parler. Mais moi, vraiment, personnellement, je suis très contente de m'être engagée et chaque jour, ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus de sens. Et voilà, je me sens vraiment bien dans SONU. Je pense que c'est bien d'être aussi avec des personnes qui sont bienveillantes, des personnes avec qui on peut parler, des personnes de qui on apprend des choses. Et du coup, voilà, pour moi, l'engagement, ça a plein, plein de points positifs. Et l'important, je dirais, c'est vraiment de trouver sa place, de trouver la structure qui nous correspond, la façon de s'engager qui nous correspond. Et j'espère que vous allez pouvoir trouver ça au cours de cette conférence. Donc voilà, je vais laisser la parole aux filles pour se présenter et voilà, pour parler un peu de leur expérience. Donc du coup, Marie, si tu veux prendre la parole. Bonsoir à toutes et tous, à toutes les personnes qui nous ont rejoints aussi depuis tout à l'heure. Bienvenue dans cette masterclass de l'antenne UN Women. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir sur la slide actuellement partagée, je m'appelle Marie, je suis actuellement étudiante en sciences politiques aussi à la Sorbonne. Je suis spécialisée depuis cette année en développement et aide humanitaire. Et en termes de projet professionnel, je souhaiterais réaliser une carrière auprès de la défense et de la promotion des droits des femmes au sein donc, d'une organisation dont les missions s'articuleraient autour de ces enjeux d'autonomisation des femmes, d'égalité des genres, etc. Concernant mes engagements associatifs, donc j'ai rejoint l'antenne UN Women l'année dernière et j'ai eu la chance d'être co-responsable pendant un an de cette antenne. Puis cette année, donc, j'ai été chargée de communication de l'antenne et en particulier de la gestion du compte Twitter. Et je suis depuis l'été dernier membre active du Comité national français d'ONU Femmes, donc auprès duquel je réalise un bénévolat voilà, régulier. Moi, j'ai eu envie de m'investir auprès de structures, comme je l'ai écrit, dont je partage les valeurs, dans lesquelles je me reconnais, que ce soit le respect de la diversité, de la tolérance, de la bienveillance auprès de toutes et tous ceux qui font partie des équipes, de pouvoir être d'abord sensibilisés à des questions. Au début, c'était à titre individuel parce que il se trouve que le mouvement MeToo, en fait, pour moi, a coïncidé avec mon passage en fait du lycée au post-bac et étant donné la libération de la parole que ça a suscité, la période de questionnement dans laquelle je me suis moi-même retrouvée et la volonté de faire bouger les lignes, j'ai voulu à mon tour prendre part au mouvement et aller plus loin qu'un engagement individuel en rejoignant d'abord une association étudiante, puis ensuite le comité du coup d'Uni Femmes France cet été. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens, que je me sente utile et que je puisse porter une cause qui me tienne à cœur en réalisant une diversité de projets, comme l'a très bien rappelé Zoé, que ce soit des collectes de produits à destination de femmes sans abri, à des ateliers de réflexion sur des problématiques, encore une fois, variées aussi. Voilà, participer à tous ces événements très chouettes, et y compris ceux en digital avec l'adaptation du contexte sanitaire. Voilà. Après, pour ma part, moi, j'ai une appétence particulière pour l'écriture et la culture. J'ai pris plaisir particulièrement à rédiger des articles pour alimenter notre blog. Et donc, ça m'a conduite à rédiger plusieurs rubriques culturelles pour mettre en avant des romans, des essais, des documentaires, des films ou des séries qui traitent donc d'autonomisation des femmes ou d'égalité des genres. Et, euh, et j'en profiterai aussi peut-être pour vous mettre dans la barre du chat le lien de notre blog si vous souhaitez aller y faire un tour. Voilà, je laisse la parole à la suite des membres. Je crois qu'ensuite, c'était Zora, c'est ça. Zora, si tu veux prendre la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Zora, comme marqué sur le slide. Je suis actuellement en double licence économie sciences politiques à Paris 1.
Donc, je suis en 3e année et je me suis engagée à partir de cette année chez UN Women, enfin à SONU. Je me suis engagée à partir de cette année parce que j'ai fait une prépa. Donc, la prépa, c'était pas forcément propice à l'engagement dans une association tout court et dans une association féministe qui nécessite un engagement propre. Donc, les raisons qui m'ont poussée principalement à m'engager dans une structure associative féministe, c'était voilà, de la volonté de faire changer les mentalités dans mon entourage proche, voire moins proche, à travers mes réseaux sociaux, euh, et de rencontrer des gens qui sont super intéressants, très enrichissants, à travers donc, les membres actifs et également à travers les conférences organisées. Et ça permet de se remettre en question soi-même sur ce qu'on a longtemps intériorisé et qui est toujours difficile. Voilà, c'est toujours difficile de se remettre en question. Et j'ai écrit aussi d'apprendre de nouvelles choses, comme l'a dit Zoé, le fait d'écrire des articles, de lire les articles des autres, etc. Ça nous renseigne encore plus sur le mouvement et ça nous fait découvrir de chouettes choses aussi. Voilà, donc je vais passer la parole à Oksana. Merci Zora. Du coup, je me présente. Je m'appelle Oksana Roussel. Concernant mon parcours, j'ai fait toute ma scolarité à Paris 1. J'ai commencé par une licence d'économie pendant 3 ans et j'ai continué 2 ans dans un master en économie comportementale. Et j'ai décidé de poursuivre cette année en M2 études de genre parcours économie pour me spécialiser sur les questions d'inégalité et enrichir mes réflexions sur le sujet. Pour moi, la cause des femmes, elle est hyper importante et elle ne doit pas être négligée. Donc, c'est pour cette raison que j'ambitionne d'entreprendre une carrière professionnelle dans le champ de la lutte contre les inégalités femmes-hommes et l'amélioration de la société de manière générale. J'ai l'impression d'avoir toujours été concernée par cette cause. Très jeune, je me posais beaucoup de questions et je me sentais très souvent en colère parce que soit je me sentais impuissante, soit incomprise. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que je voulais être active dans la lutte. J'ai donc candidaté à SONU cette année, qui répondait parfaitement à ce que je cherchais en tant qu'étudiante. Et je me suis engagée en tant que bénévole à la Fondation des femmes. À SONU, j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes, parce qu'il n'y a pas encore d'hommes, qui avaient les mêmes objectifs que moi, et ça, c'était génial. On s'occupe d'une planche d'actualité, on rédige des portraits de femmes inspirantes, il y a des rubriques culturelles, des conférences et tout un tas de choses. Et à la Fondation des femmes, j'ai eu l'occasion d'être bénévole sur quelques événements, comme par exemple la collecte des protections hygiéniques en octobre, en collaboration avec Règles Élémentaires, ou encore une journée au magasin Printemps pour collecter des dons destinés à l'association Abri d'urgence. Si j'ai des conseils à donner concernant l'engagement, on le sait, quand on est étudiante ou étudiant, ça peut être compliqué de s'engager. On a notre vie personnelle qui est plus ou moins compliquée, on a un stress qui est dû aux examens, notre vie future, et on a plein d'autres facteurs qui font qu'on a plus ou moins le temps de s'engager dans une cause. Et donc, du coup, le premier conseil que je donnerais, c'était, je pense, c'est de faire son peu. On peut tous et toutes changer les choses à notre échelle. Il ne faut pas se dire, tiens, moi, je ne me sens pas légitime ou j'ai l'impression de ne pas faire assez. Et mon deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres, ou alors seulement si ça nous motive. On trouvera toujours des personnes qui font sûrement mieux que nous, et tant mieux, ça challenge. Faut être content ou contente pour cette personne et se dire tiens, je vais faire en sorte d'être fière de ce que moi je fais. Donc la question principale qu'on va, je pense, se poser surtout, c'est par quoi je commence. Voilà pour ma part. Donc là, je vais laisser passer la parole à Zoé. Merci beaucoup les filles, c'était des super témoignages et très inspirants et très très cool. Donc merci beaucoup pour vos interventions. Donc maintenant, on va présenter du coup la Fondation des femmes et Règles élémentaires. Donc Oksana, je te laisse. Ah pardon, j'ai oublié. Aussi, on voulait faire juste une petite dédicace entre guillemets à Aurore, qui est aussi la co-responsable de l'antenne et qui n'a pas pu être là tout de suite. Donc voilà, elle est aussi très active et c'est une féministe une femme très inspirante. Donc une petite pensée à elle qui n'a pas pu être là tout de suite ce soir, mais voilà.
Enfin, et à toutes les Emma aussi de l'asso, parce que tout le monde fait un super travail et c'est des modèles d'engagement très, très cool. Donc voilà. Du coup, voilà, pardon, je me suis un petit peu emmêlée. Maintenant, je vais laisser la parole à Oksana pour présenter la Fondation des femmes. Puis ensuite, Marie, elle pourra enchaîner sur règles élémentaires. Merci Zoé. Du coup, la Fondation des femmes, c'est une des structures qui est référente en France pour les droits des femmes et la lutte contre les violences qu'elles subissent. Elle est sous égide de la Fondation de France. Faut savoir que ce n'est pas une association de terrain, donc c'est une structure qui gère les fonds récoltés lors des collectes auprès des particuliers qu'elle redistribuera par la suite vers les associations. Elle est composée d'un comité exécutif qui détermine les priorités annuelles et décide de l'attribution des fonds selon les besoins. Avec les dons collectés, la Fondation des femmes permet un soutien financier, matériel et juridique. Donc, par l'augmentation des moyens alloués aux droits des femmes, le soutien financier au tissu associatif et la mobilisation des outils juridiques disponibles, on a les moyens de faire reculer les inégalités et les violences de manière assez significative. Donc, pour ça, chaque année, la Fondation des femmes organise différents événements et campagnes pour sensibiliser le public. Il y a par exemple les collectes de produits hygiéniques, la nuit des relais qui permet de collecter des dons qui seront redistribués à l'association partenaire. Il y a des concours d'éloquence attribuant le prix Gisèle Halimi, ou bien différents événements sur les réseaux comme la formation stand-up en collaboration avec L'Oréal Paris et l'ONG Olabac, qui permet de se former gratuitement à réagir face au harcèlement de rue, ou bien encore le mouvement Regarde-moi bien, lancé hier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui permet de sensibiliser le public sur l'invisibilisation que subissent les femmes et sur le fait qu'il est important de les entendre, les voir et les croire. Voilà, donc en tant qu'étudiante ou étudiant, si on n'a pas idée auprès de quelle association militer, mais qu'on a vraiment envie d'aider les femmes, la Fondation est une bonne façon de s'engager. Il est simple de relayer les informations sur les réseaux quand elles lancent des mouvements, et même avec un tout petit budget, on peut faire la différence. Si tout le monde fait des dons, même avec 1 euro symbolique, ça permet à la Fondation de venir plus facilement en aide aux associations et ça permet de régler plus rapidement certains problèmes. Voilà, donc je pense avoir résumé les choses principales. Donc, je vous invite à visiter leur site internet, ce qui donne toutes les informations nécessaires, et poser des questions à la fin si vous avez besoin. Donc, je vais passer la parole à Marie qui va vous présenter règles élémentaires. Merci Oksana. Du coup, on passe donc à la première association, comme vous pouvez le voir, de lutte contre les violences, contre la précarité menstruelle. Mais donc, c'est une forme de violence aussi, en fait, que subissent les personnes menstruées, j'ai envie de vous dire, pour rattraper le lapsus. Et donc, c'est donc une association française qui a été créée maintenant donc, en novembre 2015. Donc, ça fait un petit peu plus de 5 ans à présent, qui a donc une double mission associative. Tout d'abord, de collecter donc, des produits d'hygiène intime pour pouvoir à terme les redistribuer auprès de personnes dans le besoin, et également de mettre un terme au tabou relatif aux menstruations. Pour vous donner un petit peu une idée des bénéfices des actions en quelques chiffres, donc là je vous les ai résumés. Depuis donc, la création de règles élémentaires en novembre 2015, elles ont redistribué plus de 4 millions de produits, et je dis bien millions, tous les petits zéros que vous voyez, il n'y a pas un zéro en trop, parce que c'est hallucinant l'ampleur de leur distribution, je trouve en tout cas de mon point de vue. Il y a pu avoir plus de 100 000 femmes bénéficiaires. Elles ont réalisé donc en tout sur l'entièreté du territoire national 1000 collectes qui ont été organisées, et elles ont noué plus de 200 partenariats, tant avec la Fondation des femmes dont Oksana vient de vous parler, que, si je ne m'abuse, avec même Humanity Diaspo, dont vous parlera Rana d'ici quelques minutes. Donc, si vous voulez soutenir cette association, vous pouvez le faire de différentes façons. Tout comme la Fondation des femmes, vous pouvez faire un don financier, et donc pour ça, je vous invite à aller consulter leur site internet, donc, parce que vous l'aurez vu aussi avec la slide précédente concernant la Fondation des femmes. On vous a mis à chaque fois les liens d'accès aux réseaux sociaux si vous voulez aller les suivre sur Twitter, sur Instagram, sur leur page Facebook, ou directement consulter leur site. Tout est là, et si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter les slides précédentes, la masterclass est enregistrée, il y aura un replay, donc vous pourrez retourner visualiser tout ça.
Autre façon de soutenir Règles élémentaires, c'est d'organiser tout simplement sa propre collecte. Ça peut être dans vos universités, vos propres campus, vos foyers, vos lycées. Voilà, il y a la marche à suivre qui est très bien détaillée étape par étape sur leur site internet. Donc, je vous invite vivement à aller le consulter si ça vous intéresse et que vous voulez aller en apprendre davantage. Et voilà, en tout cas, pour Règles élémentaires, elles aspirent à changer les règles pour, pour dire ça de façon un petit peu métaphorique. Enfin, en fait, c'est au sens propre et également au sens figuré pour voilà, vraiment permettre de lutter contre cette précarité hygiénique et menstruelle dont souffrent de nombreuses femmes et particulièrement aussi les étudiantes. Et je pense que Rana reviendra dessus tout à l'heure, d'autant plus depuis la crise sanitaire qui a exacerbé cette précarité. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder davantage et je vais laisser la parole à nos intervenantes. Merci beaucoup Marie pour cette présentation et merci aussi Oksana, c'était des très très bonnes présentations. Donc maintenant on va passer à l'intervention de Catherine Reicher et ensuite Rana pourra prendre la suite, mais voilà, du coup si ça vous va comme ça. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, moi, je voudrais vous dire que je suis très impressionnée par tout ce travail, cet engagement que vous avez toutes. Je dis toutes parce que je ne sais pas si vous avez des garçons avec vous, mais ils ont toute leur place. En tout cas, c'est formidable et j'en suis, moi, très heureuse de voir que la relève est assurée. Donc bravo à toutes celles qui œuvrent et puis à celles qui écoutent aussi, parce que ça veut dire que vous êtes sensibles à la cause et le premier pas aussi est important. Alors, pour vous présenter ONU Femmes France, donc ONU Femmes France, c'est une association loi 1901 d'intérêt général qui est agréée et qui appuie ONU Femmes, l'Agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, donc sur le territoire français. Et donc, on travaille avec les acteurs de la société civile sur des projets qui visent à améliorer la condition des femmes et des filles dans le monde, à contribuer à leur autonomisation et puis à promouvoir l'égalité de genre. Alors, comment ça se passe? On a schématiquement deux grandes missions. Une première mission qui est une mission de plaidoyer, qui est une mission d'éducation et de sensibilisation, aussi bien auprès des institutions privées, publiques et du grand public. Et puis, on a une mission de levée de fonds qui se fait auprès, là aussi, des entreprises et du grand public au profit des programmes d'ONU Femmes France qui sont déployés dans plus de 90 pays. Et puis, on est aussi le relais donc, de l'agence onusienne d'ONU Femmes sur leurs actions, sur leurs campagnes internationales. Et pour ça, on agit sur le territoire français en partenariat avec des associations, des universitaires, des institutions qui sont toutes engagées dans l'égalité des sexes. Deux mots sur notre structure, sur notre organisation. Donc, on a une équipe opérationnelle qui est constituée d'une douzaine de personnes. Donc, ils sont des membres, enfin des personnes salariées de l'association qui travaillent au quotidien. Donc, il y a à peu près une douzaine de personnes. Nous avons un bureau dont je fais partie, avec une présidente, donc moi secrétaire générale, des vice-présidentes, plaidoyer, partenariat, fundraising, un trésorier. Et nous sommes toutes et tous, puisque nous avons un homme aussi qui est trésorier, nous sommes toutes et tous bénévoles au niveau du bureau. Et puis, on a également un comité de développement qui est là pour nous aider à mettre en place des partenariats avec les entreprises ou sur d'autres projets. Et on a un comité d'orientation qui nous accompagne aussi pour avoir une vision un peu prospective des enjeux de demain et être guidé aussi, être stimulé sur ces enjeux d'égalité de genre et qui sont toutes ces personnes-là des membres bénévoles aussi. Donc, vous voyez que l'engagement est vraiment au cœur de notre fonctionnement, que ce soit à travers du bénévolat ou même les personnes qui constituent l'équipe opérationnelle, qui sont évidemment toutes très engagées sur ces sujets-là. Sur notre feuille de route, donc on porte chaque année, on va dire,
3 à 4 gros projets qui sont aussi bien des actions qui vont être récurrentes que des actions au gré de l'actualité. Donc, on a, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le sujet de la crise sanitaire et des conséquences de la pandémie sur les femmes et les filles dans le monde. Donc, on mène beaucoup d'actions là aussi de sensibilisation et de collecte de fonds pour cette cause-là. On a 2 grandes thématiques qui vont sans doute vous parler. Orange Day, qui est notre campagne annuelle de lutte contre les violences faites aux femmes, et qui a lieu tous les ans entre le 25 novembre et le 10 décembre. On a le programme E4She, donc les hommes en faveur des femmes. Et puis, on a le programme de cette année qui est Génération Égalité. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet. Donc, par exemple, E4She. E4She, vous le savez certainement, c'est un mouvement qui a été porté et mis en lumière par son ambassadrice de bonne volonté, Emma Watson, et qui vise à renforcer les droits des femmes pour en faire un droit universel. Donc, c'est un mouvement qui appelle les hommes et les garçons à prendre la parole et à lutter aux côtés des femmes contre les inégalités qui touchent le sexe féminin. Donc, il y a différentes actions qui ont lieu. Par exemple, l'an dernier, on a mis en place une campagne E4She at Home qui était pour souligner la charge mentale et physique qui pesait sur les femmes et pour encourager le partage égalitaire de la charge domestique. C'était aussi pour toucher les jeunes garçons et pour les sensibiliser à tous les stéréotypes de genre qui sont légion et pour les encourager eux aussi à faire leurs tâches et notamment à la maison. Orange Day, j'en ai parlé, donc c'est entre le 25 novembre et le 10 décembre et chaque année, on a une thématique qu'on adresse. Donc, on a eu en 2019 on a adressé le féminicide et on a mené une action de plaidoyer pour inscrire le féminicide dans la loi pénale. Et puis, chaque année, on change. Cette année, c'était sur tous les types de violences dont sont victimes les femmes et les filles. Et ça sont vraiment des actions qui sont menées au niveau international et pas forcément uniquement par ONU Femmes, mais par toutes les agences, les entités de l'ONU et toutes les personnes et les associations de bonne volonté qui nous suivent sur ces initiatives. Cette année, vous en avez sans doute entendu parler aussi, on a un forum, enfin on a un mouvement qui a été initié par ONU Femmes qui s'appelle Génération Égalité et qui est une campagne de sensibilisation multigénérationnelle qui a été initiée à l'occasion des 25 ans de la conférence de Pékin qui avait lieu en 1995. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer le mouvement en faveur de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles, et donc d'encourager le monde entier à suivre le mouvement et à s'inscrire dans ce mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est coprésidé par les gouvernements du Mexique et de la France, avec un événement qui aura lieu au Mexique en mai et en juin en France. Et avec des coalitions d'action qui vont annoncer des programmes de mise en œuvre pour accélérer justement cette égalité. Et nous, ONU Femmes France, on a notamment un festival d'engagement citoyen qui encourage toutes les associations, organisations, voire même à titre individuel, à présenter des projets en faveur de l'égalité de genre et à s'inscrire dans un appel à manifestation pour pouvoir être labellisé et mis à l'honneur à travers nos communications. Voilà, donc on a tous ces mouvements qui rythment notre quotidien et qui visent à embarquer tout le monde, le plus grand nombre auprès de nous dans cette lutte pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Comment est-ce que vous pouvez s'impliquer et comment est-ce que nous, on voit l'engagement de chacun? Il peut être très différent et je rejoins tout à l'heure ce que vous disiez sur le fait que chacun et chacune à notre échelle, on peut avoir une action.
que ce soit au niveau de son quartier, de son immeuble, de son université, peu importe. Et nous, le premier pas pour nous, c'est de participer selon l'envie de chacun à cette demande de plus d'égalité. Donc, ça peut être à travers la signature d'un engagement, ça peut être de participer à un événement comme vous le faites ce soir, de partager aussi différentes actions et relayer sur les réseaux sociaux des initiatives qui sont menées à droite et à gauche. Le deuxième niveau, c'est de faire un don, parce que on est là effectivement pour lever des fonds pour les programmes d'ONU Femmes qui vont en faveur des femmes dans des pays sur des programmes d'autonomisation économique. Ça peut être aussi sur l'éducation des femmes et des filles. Donc, les dons sont essentiels, hein. C'est aussi le nerf de la guerre pour développer des programmes qui sont à effet bénéfique sur les femmes et les filles. Et puis, notre engagement, l'implication aussi, c'est ce qu'on recherche auprès des entreprises qui vont s'investir en faveur de l'égalité des sexes et qui vont prendre des engagements et des mesures pour agir pour plus d'égalité, égalité salariale, égalité de chances professionnelles, etc. Et puis, un autre point sur notre association qui est ouverte au plus grand nombre, toutes les personnes qui sont désireuses de nous rejoindre. Nous rejoindre, c'est participer aux décisions de l'association. Ça veut dire participer aux assemblées générales, pouvoir s'engager aussi. On est très, très demandeurs et demandeuses de bénévoles et de compétences pour se joindre aux nôtres. Donc, on a, voilà, sur le site, vous retrouvez une possibilité de demander votre adhésion, de nous expliquer pourquoi est-ce que vous voulez vous engager et qu'est-ce que vous souhaitez et vous voulez apporter à l'association. Et puis, ensuite, on a un processus de révision par notre bureau, justement, de toutes les demandes d'adhésion. Voilà. Je suis à votre disposition pour toute question et à votre écoute. Alors Zoé, je crois qu'il faut que je réactive ton micro parce qu'on ne t'entend plus. Je te vois parler dans le vide. Est-ce que c'est OK? Oui, est-ce que Oui, vous m'entendez? c'est bon. Oui, du coup, je disais merci beaucoup pour cette présentation très complète et très intéressante. On a mis les liens, les réseaux sociaux d'ONU Femmes France, si vous voulez aller voir plus précisément. Et voilà, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, on y répondra à la fin. Et voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Rana Amara, si ça va, pour parler de Humanity Diaspo. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je sais que des fois, il y a des garçons, donc ne les oublions pas. Je ne sais pas si on a ce soir avec nous. En tout cas, je rejoins Catherine sur le fait que c'est très encourageant et je trouve ça absolument superbe, l'engagement que vous avez, la maturité aussi que vous avez sur ces sujets et la volonté de toujours en savoir plus on sent en fait véritablement une sororité entre vous quand vous parlez et quand vous parlez l'une de l'autre et du coup ça fait vraiment chaud au cœur. Bon, sur cette petite aparté, on va pouvoir poursuivre, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Du coup, alors, Humanity Diaspo a été créé en 2018. Donc, du coup, c'est une ONG humanitaire de développement, tech for good et féministe. Alors, pour celles qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent déjà, je vais juste malheureusement me répéter, hein. Mais l'objectif, c'est quand même de pouvoir faire en sorte que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc, souvent, quand on dit Tech for Good et féministe, en général, on a perdu la moitié du public. Donc, concrètement, Tech for Good, ça veut dire quoi? Tech for Good, en fait, c'est l'idée que la tech et le numérique peuvent être utilisés vraiment à bon escient. Et parce qu'en réalité, ça doit être au service de l'homme et pas le contraire. Ok, et c'est surtout aussi l'idée de se dire qu'on va maximiser l'impact social et environnemental par le biais de la puissance de la tech et du numérique.
Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très prégnant en fait, dans la structure. Pourquoi? Parce qu'au même titre qu'on est féministe, le sujet de savoir si oui ou non on va utiliser la tech, et ben, c'est réfléchi en amont, au même titre qu'avant de mettre en œuvre le projet, la réflexion de savoir si, attention, on ne risque pas d'augmenter finalement davantage les discriminations auprès des femmes et des filles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment réfléchi en amont et non pas, j'ai envie de dire, à mi-parcours durant un projet ou à la fin dire oh, merde, on a oublié ça, finalement, c'est pas bon, machin, on aurait dû réfléchir à ce truc, blablabla. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment réfléchi en amont. Et l'idée, c'est de se dire est-ce que oui ou non, les nouvelles technologies vont finalement maximiser l'impact social qu'on a sur les populations, sur nos bénéficiaires, sur leur bien-être, sur l'amélioration du service qu'on va leur apporter, ce genre de choses, ou bien non, c'est juste des conneries, c'est juste dire bah, on utilise la tech pour faire la tech et juste pour faire l'argent qu'on fait la tech. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Et donc, du coup, on fait comme à l'ancienne. Et c'était très bien comme ça. Donc, c'est vraiment, voilà, ce qui est réfléchi, c'est bien cela en amont. Donc, ceci étant dit, on est féministe et féministe intersectionnelle. C'est vraiment dans l'ADN de l'ONG. C'est quelque chose qu'on vit vraiment au quotidien et sur l'ensemble de nos projets. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement depuis 2018? En réalité, un de nos premières actions, j'ai envie de dire, de terrain, était la précarité hygiénique et menstruelle. Alors, concrètement, comment ça se faisait? Et là, en réalité, on a toujours bossé, nous, avec des lycéens, avec des étudiants, avec des jeunes. Enfin, moi, j'ai toujours été habituée à toujours être entourée de personnes, enfin, des lycéens et des étudiants tout le temps, en réalité. Qu'est-ce qu'on faisait concrètement? C'est qu'en fait, on faisait des collectes. Donc, du coup, avant les Gilets jaunes, enfin, en tout cas, on a arrêté juste avant les Gilets jaunes, malheureusement. Ensuite, il y a eu malheureusement Covid. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu continuer ce projet, mais c'est un chouette projet et qui a hyper bien fonctionné. C'est qu'on avait une particularité, c'est que nous, quand on faisait des collectes dans les magasins, en fait, c'était toujours les garçons, lycéens et étudiants qui devaient demander aux clients et aux clientes des protections hygiéniques, mais systématiquement. Et en réalité, on s'est rendu compte que ça marchait du feu de Dieu. En réalité, dès que c'était les garçons qui demandaient, on avait énormément de protection hygiénique. En fait, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'en réalité, les filles, quand on leur demandait, notamment les lycéennes, étaient extrêmement gênées en fait, de demander des protections hygiéniques, alors que les produits d'hygiène, ils étaient très à l'aise. Et on s'est dit, attends, pourquoi est-ce que du coup, on va continuer à mettre mal à l'aise des jeunes filles? Pourquoi pas le dire aux garçons de le faire? En fait, on s'est rendu compte que les garçons, ils s'en foutaient, mais complètement. Et du coup, les clients étaient hyper surpris. Et en fait, que les garçons parlent tout à fait normalement, dire oui, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on achète? Ah non, mais nous, on prend que les tampons, que les serviettes hygiéniques, que les machins et tout machin. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça marchait très, très bien. Et du coup, ça permettait finalement de déconstruire le tabou autour des règles, et notamment auprès des garçons et auprès des étudiants. Donc, ça a super bien fonctionné durant, jusqu'au, comme je l'ai expliqué, les gilets jaunes et ensuite Corona. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec les étudiants? En vrai, alors, tous les ans, on a au moins une, on va dire, à 2, voire 3 conférences qui sont proposées, j'ai envie de dire, quasiment de façon systématique aux étudiants. Alors, si je devais parler d'une des premières, ça devait être sur l'entrepreneuriat, mais versus États-Unis, France, et si versus féminisme intersectionnel. Donc, notamment avec Rokhaya Diallo, avec Nadia Lazouni, que vous avez aussi probablement déjà reçu. Donc, avec ces personnes, en fait, on demandait quoi? On demandait à des étudiants simplement de participer à l'organisation, du début jusqu'à la fin, en réalité, de cette conférence. Et il y avait à chaque fois, évidemment, des garçons, puisque moi, je suis quand même... pour moi, c'est très, très important, en réalité, dans tous les projets qui ont un sujet dont évidemment, le féminisme ressort de façon très, 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 très importante. En réalité, pour moi, ça n'a pas de sens. En réalité, s'il n'y a pas de garçons, il faut vraiment faire en sorte que les garçons soient toujours présents pour que réellement ça ait un impact. Parce qu'en réalité, de rester entre nous, pour moi, n'avait vraiment pas de sens systématiquement. Et c'était vraiment aussi leur expliquer finalement des sujets et des thématiques et avoir aussi leur vision et du coup, voir comment est-ce qu'eux, ils pouvaient apporter leur pierre à l'édifice. Dans différents sujets. Donc, on a eu ce sujet-là, on a eu d'autres sujets, les nouvelles technologies, blablabla. On a là, depuis quasiment, j'ai envie de dire presque plus d'un an maintenant, puisque plusieurs d'entre vous, du coup, font partie de cette conférence que, pareil, j'ai pensé il y a environ un an et demi, pour laquelle je me suis dit, il faut absolument qu'on
qu'on engage en fait les étudiantes et les étudiants sur le forum Génération Égalité, et notamment sur les coalitions d'action, et à savoir du coup quels étaient ces sujets, parfois des sujets qui finalement on n'a absolument pas connaissance. Et pour un événement aussi important, pour moi, c'est encore l'idée d'avoir un tel événement aussi important. En fait, on s'est vraiment passé à côté dès lors qu'on n'aurait pas fait nous-mêmes l'effort d'en parler davantage aux jeunes et de faire en sorte que les jeunes puissent s'engager concrètement pour le forum Génération Égalité. Donc, par exemple, il y en a 2-3 qui sont là et qui pourront dire du coup en attester. Donc, elles font partie de cette conférence qu'on essaye malheureusement, tant bien que mal, à essayer de mettre en œuvre depuis plus d'1 an maintenant et qu'on ne cesse de reporter. Mais bon, on reste optimiste et on se dit, allez, Inch'Allah, dans pas très longtemps, ça va aller, on va vraiment pouvoir la faire, cette petite conférence. Ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment hyper, enfin tout le monde, les étudiants ont vraiment bossé, et je suis hyper fière du travail qu'ils ont fait, et carrément, et tout le monde peut être vraiment très fier d'avoir apporté sa pierre à l'édifice pour cette conférence. On espère qu'elle aura lieu, il me semble, en mai, n'est-ce pas, si je ne m'abuse. On espère aussi qu'elle n'aura pas lieu en ligne, parce que j'avoue que ça m'attristerait d'avoir ce type de conférence en ligne. Vraiment, ça me fait tellement mal au cœur. Moi, j'aime les relations humaines, vous savez, les gens, et les voir et leur parler. Mais bon, si on ne pourra pas faire autrement, on ne pourra pas faire autrement. C'est triste. On s'en accommodera et puis c'est tout. Donc concrètement, comment pareil, on essaie de faire en sorte. Alors, Humanity Diaspora, en fait, on travaille avec plusieurs écoles. Donc ça peut être Supélec, École ESIA, bref, il y a plein d'écoles avec lesquelles on bosse sur différents projets. En gros, le fonctionnement, c'est quoi? C'est que dès que j'ai un projet, quel qu'il soit, je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'une école ou des jeunes ne pourraient pas bosser sur ces sujets. Donc là, si je devais n'évoquer qu'un seul projet qui est en cours, et notamment sur le volet droits des femmes, concrètement, on est en train de créer une application de lutte contre la précarité hygiénique et menstruelle, du coup, qui aura vocation à pouvoir identifier la typologie des personnes avec un système de GPS. Donc, qui a besoin? Est-ce que c'est une maman? Est-ce qu'elle a des filles qui sont menstruées? Est-ce que c'est une maman avec des nourrissons? Est-ce que c'est une femme toute seule? Bref, en gros, la typologie, est-ce que c'est des étudiantes? Voilà. En gros, l'idée, c'est de savoir où sont les personnes, quelle est la typologie de ces personnes, est-ce qu'elles sont menstruées ou pas? Et aussi parce qu'évidemment, on apporte aussi d'autres choses que les produits d'hygiène, et notamment les protections hygiéniques, notamment pour les nourrissons, des couches pour bébés et d'huile infantile. Alors, pourquoi c'est très important pour nous, finalement, cette application? C'est qu'en réalité, non seulement elle va pouvoir identifier où sont les besoins, pour quel type de public, mais aussi tous les différents acteurs qui, du coup, ont vocation à couvrir ce besoin. Et quand je parle d'acteurs, ça peut être aussi bien nous que, du coup, Règles élémentaires, que vous avez cité tout à l'heure, et qui est, j'ai envie de dire, presque notre partenaire principal, notamment sur ce sujet. Du coup, de la précarité hygiénique, menstruelle, pardon, parce qu'on fait hygiénique et menstruelle, donc eux sur la précarité vraiment menstruelle. Du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir zoner, identifier et d'éviter, en fait, j'ai envie de dire, de laisser des gens sur le côté parce qu'ils n'auraient pas été identifiés, soit parce qu'ils sont en situation de sans-abrisme, soit parce que la structure qui les accompagne, finalement, n'est pas une structure qui est très connue. Par exemple, évidemment, si je vous parle du Secours populaire, vous allez dire c'est hyper connu, sachez qu'il y a d'autres structures qui font le même job que Secours populaire, mais qui n'ont pas cette notoriété. Et malheureusement, en termes de philanthropie, en termes d'action citoyenne, ne serait-ce que dans leur quartier, comme ils ne sont pas identifiés comme étant ce type d'acteurs qui accompagnent les personnes en situation de très grande précarité, en situation de sans-abrisme, migrantes, réfugiés, femmes victimes de violences conjugales. Là, je parle vraiment de centres d'hébergement d'urgence. Je parle de centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Comme ils ne sont pas identifiés comme tels, malheureusement, ils n'ont pas le droit finalement, ou en tout cas, ils sont mis de côté dans le sens où ils ne sont pas connus et reconnus. Donc, malheureusement, ils n'ont pas autant de dons qu'une structure qui va être extrêmement connue, d'accord? Et du coup, les deux peuvent être complètement à côté. Et malheureusement, si elle n'est pas connue, elle n'est pas identifiée. Et donc, finalement, ces personnes n'ont pas le droit à des produits d'hygiène. Et notre objectif, quand même, en 2021, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'une femme avec enfant ou sans enfant, en tout cas, n'ait pas du coup à réfléchir encore à l'heure actuelle, de savoir si elle doit avoir, avec son argent, avoir à s'alimenter. Évidemment, c'est les produits de première nécessité alimentaire qui vont toujours primer, mais ne négligeons pas les produits de première nécessité non alimentaires, et qui sont tout aussi importants, notamment en période de crise. Comment? Teacher. Allô?
Oui, Rana, désolée, je pense que c'est quelqu'un qui a oublié de couper son micro, donc je lui ai malheureusement coupé pour éviter les nuisances sonores. Mike Swaddle. Alors, je sais pas, il veut parler peut-être. Mrs. Hamra. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Mrs. Hamra. Il essaie de vous appeler, je pense qu'il a fait Mrs. Hamra. Oh, you're the grande Sora, si tu peux le virer Oui, je pense. en toute gentillesse. On entend des bruits derrière, mais j'avoue que je ne comprends pas du tout ce qu'elle raconte. Ou ce qu'elle raconte, j'avoue ne pas savoir en fait. Ok. Du coup, vous avez des invités très, très étranges sur la conférence qui s'invitent, c'est ça, pour les sujets de précarité menstruelle et hygiénique. Bah, écoutez, ce sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, concernant cette application, vraiment la vocation, du coup, à pouvoir vraiment couvrir des besoins et les identifier au mieux et vraiment éviter de laisser des personnes de côté. Du coup, sur les engagements encore auprès des étudiants et des étudiantes. Alors, je réfléchis un petit peu parce qu'en réalité, je me dis dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des étudiants en vrai parce que par exemple, là, on fait depuis quasiment 1 an en lutte contre la précarité étudiante. Donc, nous, on intervient soit sur le volet alimentaire et hygiénique, menstruel, blablabla, soit on peut faire que des produits d'hygiène, des protections hygiéniques. Et puis, du coup, on a un partenaire qui, du coup, lui, va se charger de fournir des colis alimentaires. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'en fait, systématiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer des étudiants sur le projet. Alors, comment ça se passe concrètement? On demande à des étudiants de nous aider, par exemple, à préparer des kits d'hygiène, à préparer aussi des kits de protection hygiénique. Ils nous aident aussi durant la distribution, évidemment. Et c'est vraiment comme ça, en réalité, j'ai envie de dire, sur quasiment l'ensemble de nos projets. Si on intervient, par exemple, à Paris 8, bah, automatiquement, on va demander aux étudiants de Paris 8 de venir nous aider. Là, on va avoir plusieurs distributions pour les étudiants en situation de précarité jusqu'à juin. Et donc, du coup, on va faire évidemment appel à des bénévoles. Et nous, l'idéal pour nous, c'est systématiquement, évidemment, de faire en sorte que les bénéficiaires soient aussi, finalement, des acteurs dans ces projets. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, parce que je vois qu'il est 20h57, histoire de pouvoir vous laisser aussi la possibilité de pouvoir les poser. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et vraiment bravo pour l'engagement. Je sais pas si mon micro marche. Oui, il marche. Bien. Ok, je n'étais pas sûre du coup. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation aussi très complète et très intéressante. Donc pareil, on a mis les liens, les réseaux sociaux de Humanity Diaspo si ça vous intéresse et si vous voulez en voir un peu plus en détail aussi sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on a, pour un peu engager la discussion, on a une vidéo qui nous a été proposée par Catherine Recher. Et du coup, je ne sais pas si je peux la mettre. Normalement, si... Oh my God! Oh, wait, why is it not working? It's not working. Je ne sais pas ce que c'est, mais Marie, si tu peux encore couper les micros ou faire partir les personnes. Merci. Et du coup, c'est une vidéo pour le forum du coup Génération Égalité, dont a parlé Catherine Recher dans sa présentation de Nuit Femme France. Donc voilà, on va vous la présenter. Vous pouvez faire des retours après et on pourra aussi faire les questions. Voilà. While we waited, a woman was locked down with her abuser. While we waited, a girl was forced out of school. While we waited, a mother fed her children, not herself. In the year the world stopped, Women's rights were reversed, undoing years of progress. Just like that. as the world begins to turn again, we must begin to act. For the 1 in 3 women who have experienced violence in their lifetime. For the 47 million more women being pushed into extreme poverty. Hello? Hello? For the 50% of the population who deserve 50% of the power. This year, leaders and change makers will meet at the Generation Equality Forum. A forum to build up and strengthen women's rights for generations to come. Let's show that we're standing up so equality can step forward. And in a year where it's virtually impossible to meet, we meet virtually. Don't wait. It's time to act for equal.
voilà la petite vidéo. Donc, il y a toute une campagne sur Génération Égalité, plein de choses qui sont faites et beaucoup de visuels très, très intéressants. Donc, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à regarder. Du coup, je pense que je ne vais pas revenir sur le... je vais arrêter le partage d'écran et on va pouvoir passer aux questions. Voilà. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas pu voir. Mais on avait du coup dans le formulaire, le Google Doc, on avait mis en avance sur l'événement. On a eu quelques questions. Donc, je vais pouvoir en poser. Déjà, on avait une question sur faut-il une quelconque qualification pour intégrer une association luttant pour le droit des femmes? Déjà, je pense que je peux répondre par rapport à l'antenne UN Women. Vraiment, il n'y a aucune qualification à avoir. Je pense que beaucoup de personnes qui sont engagées dans l'antenne n'avaient pas forcément de connaissances très poussées. Moi-même, quand je suis arrivée, je ne connaissais vraiment pas grand-chose et le but, c'est vraiment d'apprendre. Donc, ce n'est pas un problème dans certaines structures. Après, je pense que dans certaines structures, bien sûr, il faut des qualifications selon certains sujets. Mais c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner, bien voir. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement un frein parce que c'est important d'apprendre. Donc, je pense qu'après, Rana et Catherine vont pouvoir aussi développer par rapport à leur structure. Mais il ne faut pas se freiner parce que, par exemple, on n'a pas des qualifications folles. Voilà. Rana, vous voulez répondre? Alors, chez ONU Femmes France, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on ne demande pas de compétences particulières. Ce qu'on veut d'abord, c'est des personnes qui sont engagées, qui sont de bonne volonté. Et c'est en fait, c'est ça un petit peu qu'on essaye de voir. Et c'est pour ça on a ce formulaire d'adhésion qui est à remplir, où on pose certaines questions aux personnes pour s'assurer que c'est un engagement réel et sincère. Voilà, donc ça c'est important. Après, on a beaucoup de bénévoles qui, de temps en temps, parce que la vie est comme ça, ont du temps à nous donner. Et puis après, qui sont repartis dans d'autres activités et qui ont moins de temps. C'est pas grave, c'est le rythme aussi de la vie de chacun et de chacune. Et en fait, nous, on est très preneur de toute bonne volonté, de toute envie de faire avancer la cause positivement. C'est ça surtout notre critère d'adoption, d'une adhésion, enfin d'acceptation d'une demande d'adhésion. Donc c'est vraiment ce qui nous régit. Et on n'a pas besoin non plus d'avoir des personnes qui sont expertes dans le sujet. Mais forcément, si vous êtes engagé, sensible à la cause, vous avez quand même une certaine culture. Donc, c'est plutôt voilà, ça qu'on va essayer d'évaluer, la sincérité, l'honnêteté des personnes qui demandent à rejoindre notre association. Franchement, je pense que Catherine a tout dit. Hein. Moi, je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a évoqué. Alors, on n'a pas ce concept d'adhésion, en tout cas, j'ai envie de dire peut-être aussi poussé, mais en réalité, on en demeure vraiment une structure associative. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses et en toute humilité qu'on ne sait pas faire. Et il est certain qu'on a toujours besoin d'aide ou d'appui. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui, en fait, sont féministes et ne savent même pas, en fait. Hein. Chez moi, peut-être jusqu'à mes 15 ans, je ne savais pas, en fait, que c'était être féministe. Hein. Je savais juste que j'étais une fille et que j'avais des frères et sœurs et que pour me faire entendre, il fallait dire que j'étais là et que moi aussi j'avais des droits et que voilà, mais en réalité, je ne savais pas que c'était être féministe. Donc, du coup, tout ça pour dire, c'était... c'est pour ça que je suis devenue juriste aussi au passage. J'ai voulu pousser le droit très loin après. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'on ne sait pas forcément. Et il y a tellement en fait aussi de garçons qui le sont, qui le sont vraiment. Hein. Et qui en fait, bon, après c'est encore un sujet, mais je pense qu'il y a encore cette notion de féminisme qui a été beaucoup galvaudée, et donc du coup qui peut aussi effrayer les garçons en réalité de se dire eux-mêmes féministes. Mais bon, donc en tout cas, nous on n'a pas ce système qui est hyper poussé chez Unifam et qui s'entend, et c'est tout à fait normal et tout ça, mais j'avoue que j'ai jamais réfléchi à pousser autant.
Donc, je crois que c'est une grande progression que je vais avoir avec ONU-Femmes et savoir du coup quel est le process. Faire passer des tests, des PCR et compagnie, là, ça va, on ne sait jamais. Mais ok, merci. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, mais c'est quelques questions sur pourquoi vous souhaitez vous engager. Et puis aussi, on se renseigne sur est-ce que vous avez du temps disponible, est-ce que vous seriez disponible pour donner du temps pour ONU Femmes France, parce que on est une petite association et que effectivement, on a besoin d'experts en communication, en vidéo, au niveau juridique aussi. Enfin, on a besoin de toutes les compétences. Souvent aussi, on a des newsletters qu'on envoie tous les 2 mois et on a besoin de plumes aussi pour faire des interviews, etc. Donc, on est toujours très intéressé par des personnes qui souhaitent apporter leur contribution. Mais c'est vrai que on représente aussi ONU Femmes, on a cet agrément d'ONU Femmes, donc on porte la marque et on a cette responsabilité de faire attention à ce qui est dit enfin, quand la marque prend la parole, qu'est-ce qu'elle dit. Donc c'est vrai qu'on a un peu ce côté New York qui n'est pas très très loin pour nous et puis à qui on rend des comptes et c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Si je peux juste me permettre du coup de compléter les précédentes interventions tout à fait riches qui viennent d'être faites. J'ai l'impression que ce côté doute de ne pas avoir suffisamment de compétences pour pouvoir s'engager, cette politique entre guillemets de la dévalorisation, c'est quelque chose qui est propre aussi aux femmes et aux jeunes femmes. Et c'est dommage parce que c'est totalement OK de ne pas être surcompétent sur tous les domaines ou surcompétente. Et dès lors, je pense qu'on a la motivation, l'envie de faire bouger les choses, l'enthousiasme, voilà, de rejoindre un mouvement. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas voilà, apprendre de cet engagement-là. Et c'est pour ça qu'on encourage toutes les personnes qui, si jamais il y a des timides qui n'osent pas, dans toutes celles et ceux qui nous écoutent, croyez à ce en quoi vous aspirez et n'ayez pas peur de vous engager. Voilà. Merci Marie pour ces belles paroles et merci pour ces réponses. On avait aussi une autre question qui venait du formulaire qui reprend un peu ce que disait Rana. C'était une question sur les alliés justement et la question c'était comment réussir à amener les personnes autour de moi à devenir des alliés du terme féminisme, qu'ils puissent à leur tour le défendre et comprendre son importance. Je crois que je pense que déjà l'échange, la discussion sont importantes. Le vécu aussi. Moi, je trouve que vous êtes une génération, vous, la génération bien après moi, que je trouve très féministe, mais les garçons comme les filles. Je pense qu'il y a une sensibilité à la diversité qui s'est accrue, à justement l'acceptation de la différence, qui fait que assez naturellement, je trouve que vous êtes une génération assez féministe. Après, c'est aussi bien faire un travail sur soi, sur quels sont les stéréotypes dans lesquels on nous enferme et on s'enferme très vite. Parce que souvent, on a des personnes qui ne sont pas... qui mettent des mots sur des idées sur le féminisme comme quelque chose de combatif, de contre les hommes, etc. Ça dépend évidemment des féminismes, mais en tout cas, nous, ONU Femmes, ce n'est pas du tout le féminisme dont on se relève. Nous, on est pour un féminisme inclusif et universel et qui se fait à travers l'engagement des femmes, mais aussi des hommes. C'est le programme IFORCHI en est l'exemple typique. Donc, je pense que c'est plus par la discussion, par la prise en compte aussi, l'échange sur la situation des uns et des unes, qu'on peut amener les personnes à réfléchir là-dessus. Donc, il y a un point qui peut être, je pense, un peu générationnel sur des façons de se comporter, je veux dire,
de l'âge de ma mère, par exemple, c'était beaucoup plus courant que la femme soit à la maison, s'occupe des tâches ménagères, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, qui est moins accepté par les jeunes générations. Donc, je pense que l'échange, la conversation amène beaucoup d'éclairage aussi sur cette prise de conscience de ce que sont les inégalités et de ce que peut être un monde plus égalitaire aussi pour les femmes. Tout à fait d'accord. Je pense qu'en réalité, on a un vrai sujet et un vrai problème en même temps. Le sujet, c'est que le féminisme n'est pas quelque chose qui a été, avec lequel on est acculturé en réalité. On ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous apprend pas cette notion. Et en réalité, c'est aussi tellement riche et varié. Il y a plein de féminismes qui sont complètement différents. Et en réalité, malheureusement, il me semble que durant quasiment 2-3 ans, on a quand même mis beaucoup en avant dans les médias, en réalité, un féminisme qui était effectivement très dans la vindicte, quand même, assez agressif. Et finalement, ça n'a pas donné l'image de... en fait, le féminisme, c'est les droits, l'égalité, et non pas une volonté d'être contre quelqu'un ou contre les hommes. D'accord? Et le problème, c'est que malheureusement, ça a été extrêmement violent. Je sais que moi, on intervenait et on continue à le faire, hein, c'est un projet on a des interventions scolaires que je n'ai pas évoquées, puisqu'on fait, donc, qui s'appelle l'entrepreneuriat, la tech et le numérique, c'est aussi pour les filles. Donc notre objectif, c'est vraiment de féminiser finalement ces métiers, mais au-delà des métiers de la tech, c'est vraiment de se dire une fille qui veut créer une start-up, machin, en fait, elle a sa place et en fait, on n'attend plus qu'elle en réalité. Donc il faut absolument qu'elle soit là et c'est tout à fait normal qu'elle le soit en 2021. Mais en fait, en réalité, je sais qu'à chaque fois qu'on présentait notre structure, je parle de ça il n'y a que 2 ans en réalité, hein, 2019, 2018, 2019. Souvent, quand on arrivait dans les lycées, on nous demandait si on était des fémènes. Fémènes, genre, vous allez montrer vos seins. Donc, on sait que quand on avait souvent ce genre de réflexion, il y avait les profs qui étaient à côté qui nous regardaient, elles vont pas faire ça. Je dis, non, en fait, on n'a jamais dit qu'on était fémènes, pour commencer. Et puis, quand bien même on le serait, en fait, je pense que même elle, si elle venait ici, ce serait pas l'objectif en réalité. Elle parlerait de féminisme, elle aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi, il y a tout ce relais médiatique. Le relais médiatique qui a été pas forcément en fait qui n'a pas été forcément dans notre sens malheureusement et j'ai envie de dire dans un sens de l'apaisement, davantage aussi de la fraternité, de la sororité et je pense que c'est quelque chose qui vraiment nous a fait défaut en France durant 2-3 ans. On n'a pas du tout mis l'accent sur la solidarité entre nous et le fait juste qu'en réalité ce qui est revendiqué, c'est juste le fait qu'en fait on veut être traité de la même manière, voilà, et de laisser les opportunités et les chances aussi bien aux garçons qu'aux filles de la même manière. En 2021, c'est vraiment ce qu'on souhaite dans tous les sujets, parce que le féminisme, évidemment, c'est éminemment transversal, que ce soit des droits économiques, le travail, l'éducation, et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout ces messages-là qui ont été valorisés, et encore aujourd'hui, à l'école, on n'est pas accouturé à ces termes-là et à la diversité que ça peut avoir. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'éducation nationale, en fait, a tout intérêt à incorporer. Et notamment, vous savez, je dévie sur un sujet, mais qui a tout à fait son importance en réalité. C'est que je ne sais pas si vous êtes informés, mais pour la formation des professeurs, en fait, le volet formation égalité est sur la base du volontariat. Mais moi, quand on me dit ça, ça me rend hystérique, le truc du volontariat. En réalité, on peut pas évoquer, on ne peut pas dire que le droit des femmes, c'est la grande cause du quinquennat, et après me sortir que les profs, sur la base du volontariat, ils vont faire la formation égalité. Non, c'est pas possible en réalité. Le problème, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, on laisse encore le choix à quelque chose dans lequel, en fait, ça devrait tellement être évident. Je sais pas, tu vas être prof de maths, évidemment, tu vas faire des maths, et c'est pas un choix en vrai. Donc si tu éduques des enfants, dont des filles, je suis désolée, mais l'égalité, en vrai, c'est pas un choix. Et le problème, c'est que voilà, en France encore, on a encore ce sujet, et plus il sera traité en amont, moins ça le deviendra. Merci beaucoup pour ces réponses, encore une fois, très complètes. Donc là, c'est une question qui vient du Facebook Live. Doit-on forcément résider à Paris pour pouvoir intégrer votre organisation? Donc, je ne sais pas de quelle organisation on parlait. Mais concernant en tout cas l'antenne UN Women, il faut être étudiant ou étudiante à Paris 1. Mais je sais pas, je laisse la parole à Rana et Catherine pour
pour leur Juste pour compléter, Zoé, on ne peut pas juste être étudiant ou étudiante de Paris 1, il y a aussi Paris 3 et Paris 4. Enfin, c'est tous les étudiants de la Sorbonne de manière générale pour ne pas juste en oublier certains. Il n'y a pas de souci, c'est juste pour élargir un petit peu plus. Oui, désolée. C'est vrai. Alors, en ce qui concerne ONU Femmes France, vous pouvez être en France n'importe où. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on a vu que c'était tout à fait possible de faire plein de choses depuis chez soi, derrière son écran. Donc non, on a des personnes d'ailleurs qui sont membres de l'association, qui sont en région et qui travaillent, qui donnent du temps pour l'association. Il y a plein de choses à faire qui ne nécessitent pas d'être sur place, encore moins maintenant qu'avant d'ailleurs. Donc on n'est pas du tout, au contraire, on aimerait bien ouvrir des antennes en région. Donc, on est très preneuse aussi de tout engagement et de toute demande à travers la France. Idem, tout pareil. Ok, bah, c'est très cool alors, merci. Ensuite, on avait une autre question qui venait du formulaire sur l'intersectionnalité. Donc, c'était une question, enfin, il y avait plusieurs questions, c'est quelque chose qui est assez revenu dans les questions liées au formulaire. Comment mieux intégrer l'intersectionnalité dans les débats féministes? Comment mieux prendre en compte l'intersectionnalité? Donc, voilà, si vous voulez y répondre. Après, nous, on pourra compléter par rapport à l'antenne aussi. Moi, je suis très curieuse d'avoir la réponse de Catherine, hein, parce que nous, intersectionnelle, je suis très curieuse du process de ONU Femmes par rapport à cela. Et nous, comme je le disais, on est sur un féminisme, et on est sur l'égalité de genre, on est sur un féminisme qui est inclusif, et on travaille globalement sur toutes les thématiques LGBTQI+. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on intègre dans nos stratégies, dans notre réflexion. Et pour vous donner un exemple, j'ai vu passer là il n'y a pas très longtemps une offre d'emploi chez UN Women pour justement le rôle d'un poste dans quelqu'un qui pouvait appréhender ces sujets-là et pouvoir les traiter. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on intègre complètement dans nos stratégies, dans nos réponses, voilà, qui fait partie des sujets qu'on adresse dans l'égalité de genre au sens large. Alors, de mon côté, moi, je suis un peu comme les personnes qui ont posé les questions, hein. Ça, pour moi, c'est un combat perpétuel, hein. Je suis moi-même franco-marocaine, musulmane, donc autant vous dire que l'intersectionnalité, pour moi, c'est ma vie au quotidien. Donc, voilà. Maintenant, tout ça pour dire, c'est que, en réalité, mais ce n'est pas que ce sujet-là, en réalité, qui est problématique, j'ai envie de dire encore en France, c'est tous les autres sujets, évidemment l'homosexualité, le fait aussi d'être noir, le fait d'être encore asiatique, tous les stéréotypes qui sont liés aussi à ces origines encore, qui sont encore très, très, très prégnantes en France. C'est un vrai sujet, c'est ultra, ultra, ultra problématique, et il me semble que c'est encore pas assez dénoncé en réalité, et je pense qu'on est encore dans un féminisme qui n'est toujours pas assez inclusif en France. Et au même titre que moi, je l'ai toujours dit, je me battrai bec et ongle pour une femme voilée qui a choisi d'être voilée, au même titre qu'une femme qui souhaiterait ne pas avoir son voile. Et pour moi, en réalité, c'est même pas un sujet, tellement c'est normal en réalité. Sauf que malheureusement, on a encore une ère où on va se dire la femme qui est voilée a évidemment est encore une victime, et c'est ça. Alors évidemment, on peut pas nier ça, mais pour autant, il faut aussi arrêter d'éviter de vouloir défendre toutes ces femmes qui ont des droits, qui ont une parole, qui ont une individualité et qui souhaitent aussi faire en sorte de pouvoir vivre dignement et leur vie et leur spiritualité au même titre que pour d'autres leur sexualité. Et il me semble que quand on parle d'intersectionnalité en France, on élude ce sujet qui est éminemment important, et au profit de dire oui, non, quand on dit intersectionnalité, c'est LGBT. Oui, mais en fait, c'est pas que ça. Et on oublie aussi, du coup, toutes les personnes qui sont handicapées asiatiques, handicapées noires, machin, bref. En fait, il y a plein de choses.
toutes ces choses que l'on cumule. Et à mon sens, encore en 2021, malheureusement, le féminisme universaliste est extrêmement, extrêmement problématique, ne laisse pas sa place à un féminisme intersectionnel et beaucoup plus inclusif en France, parce qu'il faut quand même ouvrir un peu ses yeux. En 2021, la France d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60. Et à un moment donné, il va vraiment falloir se mettre en tête qu'on doit défendre non pas des femmes qu'on sélectionne, mais l'ensemble des femmes et de la même manière. Merci beaucoup pour cette réponse très, très complète, encore une fois. Et oui, nous aussi, avec l'antenne UN Women, on essaye de promouvoir un féminisme intersectionnel, et je pense qu'on essaiera d'en parler aussi dans des événements, peut-être l'année prochaine ou d'autres années, je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment des sujets qui sont très importants à aborder. Donc ensuite, on a une autre question d'une de nos membres actives qui demande: vous pensez que l'engagement féministe depuis le plus jeune âge change effectivement les choses? Dans le sens, je pense que c'est tourné, est-ce que si on est sensible aux questions féministes plus jeunes, comme on parlait par exemple, comme Rana a parlé par exemple de l'éducation nationale ou des choses comme ça, est-ce que le féminisme peut je pense que doit être pris en compte dans l'éducation auprès des filles, des garçons plus jeunes encore que nous, étudiants et étudiantes? La seule chose que je pourrais dire par rapport à cela, c'est qu'en réalité, il y a énormément de choses qui se font, mais en fait, c'est des réponses qui ne sont pas portées par j'ai envie de dire une politique publique. Malheureusement, en réalité, c'est davantage apporté par des actions citoyennes de la société civile. C'est-à-dire que c'est souvent des associations, justement, qui vont aller dans les écoles et qui vont proposer des interventions ou ce genre de choses. Mais concrètement, qu'est-ce qui est apporté par l'éducation nationale, hein? Et franchement, moi, j'ai adoré l'école. Si je pouvais, je resterais encore à l'école, ce n'est pas le problème. Mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, l'école ne suit pas le rythme de l'évolution, en fait, de la France. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est que la France évolue très rapidement, les mœurs évoluent très rapidement, mais malheureusement, on est resté stagné encore il y a 40 ans, il y a 50 ans derrière avec l'éducation nationale. Et ça, c'est problématique parce qu'il n'est pas normal encore aujourd'hui qu'en termes de politique publique éducationnelle, les réponses viennent de la société civile et non pas des personnes qui nous gouvernent. Donc, évidemment, plus le sujet est traité en amont, hein, Catherine vous dira du coup, évidemment, ce qu'ils en pensent au niveau de l'ONU Femmes, mais à un moment donné, c'est comme pour tout en réalité. Si on éduque ses enfants à dire qu'en fait, dans le monde, il y a plein de personnes qui ont plein de couleurs de peau différentes, et c'est des gens, ils sont exactement, il ne faut pas en avoir peur, machin. Et les enfants, en fait, pour eux, c'est normal. En vrai. Et ils n'ont pas peur. Et voilà. Et donc, du coup, ça aussi lutter contre le racisme. Et puisqu'on sait très bien, c'est la problématique des différences en réalité. Et ça, on ne nous acculture pas assez à cela depuis qu'on est jeune. Et au même titre que le féminisme et de tellement d'autres sujets. Donc, en réalité, il y a le monde qui continue à tourner très, 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 très vite. Et l'éducation nationale qui est hyper, hyper réfractaire. Et du coup, les actions citoyennes viennent de la société civile. Oui, je suis tout à fait d'accord, Anna. Je trouve qu'effectivement, on le voit avec les mouvements MeToo et tout ce qui se passe, c'est quand même là que tout d'un coup, ça prend de l'ampleur et qu'au final, la société suit parce qu'on en parle dans les médias, parce qu'il y a un tel mouvement, une telle lame de fond que personne ne peut l'ignorer et que du coup, ça fait bouger toutes les strates de la société. Et c'est très bien, tant mieux, mais ça veut dire effectivement, ça vient beaucoup de là. Effectivement, je pense que dès le plus jeune âge, si dès le plus jeune âge, on n'enferme pas les filles et les garçons dans des stéréotypes, des façons de penser et de fonctionner, on laisse le champ des possibles aux uns comme aux autres d'ailleurs. Par exemple, nous, chez ONU Femmes, le thème de cette année, c'était le leadership. Et quand on pose la question du leadership féminin, est-ce qu'il y a des comportements qui sont plus féminins et d'autres qui sont plus masculins? Les hommes sont plus ambitieux, ils prennent plus de risques, etc. Les femmes sont plus consensuelles, elles sont plus douces, etc. Mais en fait, c'est que dès notre plus jeune âge, on pousse les garçons à justement être un peu, à y aller, à parler fort, à montrer qu'ils sont virils, et on force un peu les filles, justement, à pas trop crier parce qu'elles sont hystériques, etc. Donc, on nous enferme dès le plus jeune âge
dans des stéréotypes, dans des schémas qui font qu'ensuite, effectivement, eh bien, on part sur l'idée que les filles ne sont pas bonnes en maths, que les garçons sont plus forts, etc. Alors qu'au final, il y a plus de filles qui sortent de filières scientifiques, du bac scientifique, et puis après, on les perd dans toutes les filières numériques. Parce que ben voilà, tout ce qui est tech, c'est pas pour les filles, etc. Donc, je pense que c'est un travail qui se fait le plus en amont possible, mais là encore, on se trouve aussi avec certaines générations ou certaines personnes qui ne sont pas dans cette idée de faire évoluer les clichés, les stéréotypes, et que donc ça avance trop lentement et trop lentement d'une manière générale. Et moi, je vois là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve que les nouvelles générations sont très féministes et vont certainement pousser aussi les générations, les autres générations à revoir un peu leur logiciel et à évoluer. Et moi, je trouve ça très bien, mais je suis engagée. Moi, j'ai toujours travaillé dans des entreprises, des grosses entreprises américaines du monde tech, donc, où on tournait autour de 16% de femmes dans les fonctions d'ingénieurs. Et donc, en fait, si on veut faire changer ça, il faut qu'il y ait plus de femmes qui montrent l'exemple, qui soient à la tête de ces entreprises, qui soient dans ces filières et qui ouvrent aussi le champ des possibles. Et un autre point, c'est que je me rappelle avoir été confrontée avoir eu des échanges avec des femmes qui ne se reconnaissaient pas du tout dans le féminisme, qui disaient « moi je suis directeur et non pas directrice, ça n'a pas d'importance, etc. » et qui aujourd'hui, par le mouvement de la société en général, sont dans des actions pour plus d'égalité de genre, etc. Ce qui est très bien. Mais il y a un mouvement de la société qui se fait, qui part de la société civile, mais qui emmène tout le monde et qui fait que je pense que ça va aussi évoluer dans l'éducation nationale, même si ça va peut-être sans doute pas assez vite, à notre goût. Merci beaucoup pour ces réponses. Et encore une dernière question, je pense que ce sera la dernière. Du coup, vu qu'on parle de l'engagement étudiant, on a une question qui nous demande en fait comment se faire entendre en dehors de la fac, par exemple, comment continuer de se faire entendre, de se faire écouter dans des milieux qui sont plus dans la vie de façon générale, qui est parfois plus virulente ou par rapport à notre entourage, comment continuer d'élever notre voix en dehors des structures féministes de la fac ou autres. Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais je pense que, je ne sais pas vraiment sur quelle direction cette question peut aller, mais je pense que comme on a parlé des réseaux sociaux, je pense qu'il y a une influence qui est assez importante des réseaux sociaux. Nous, on l'a vu avec l'antenne UN Women, qu'on essaie vraiment de faire beaucoup de choses sur notre page Facebook, sur notre blog, etc. Et je pense que les réseaux sociaux ont vraiment ont beaucoup de points négatifs, mais ont aussi sont aussi la possibilité de faire des campagnes, de faire entendre des choses. Et je pense que c'est une façon aussi de s'engager de façon un peu en parallèle de certaines structures et aussi une façon de s'engager. Donc je pense que c'est un engagement qui est possible et c'est une façon aussi de faire entendre sa voix autrement. Et voilà. Oui, moi je vous rejoins. On a effectivement les réseaux sociaux qui sont une formidable caisse de résonance. Donc, ils sont un moyen d'expression et de ralliement aussi. Nous, on l'utilise beaucoup dans les campagnes et voilà, dans nos campagnes, dans nos prises de parole. On sait que c'est un moyen d'engager, de mobiliser et puis et de faire entendre, de porter une voix. Et voilà, les mouvements MeToo et autres sont l'exemple. Après, j'en reviens aussi à ce que je disais au début, c'est que je pense que toute action, quelle qu'elle soit, à son niveau, même si c'est dans son quartier ou dans son école, etc., c'est important aussi de les avoir.
parce que chaque geste, chaque action porte ses fruits, a une conséquence sur les autres et que c'est petit à petit qu'on arrive à tous se mobiliser. Parce que parfois, il suffit d'élever la voix, de dire quelque chose pour s'apercevoir qu'en fait, il y a plein de personnes autour de vous qui pensent la même chose, qui peut-être n'osaient pas ou n'étaient pas prêts, ou etc. Et puis qui vont vous suivre. Donc, je pense que d'abord, il faut aller au bout de son engagement et puis de ses convictions aussi. Et je pense que même les échanges, les discussions, dans la mesure où elles sont respectueuses des autres, elles sont toujours enrichissantes. On peut faire bouger les lignes, le curseur un peu, beaucoup, mais en tout cas, il peut bouger et je pense que c'est important que chacun s'engage parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et nous, c'est vraiment tout le sens qu'on met dans nos actions. C'était suivez le mouvement, faites entendre votre voix. Et on le voit aussi dans les campagnes de communication qui se mettent un peu en place en ce moment. C'est l'idée de faire entendre sa voix, de ne pas se taire et d'aller au bout de ses croyances, de ses convictions en termes d'égalité. Voilà. Après, quand je dis ça, je me rends compte que ça peut être difficile pour certains ou certaines en fonction de l'environnement, de ce qu'ils vivent, etc. Donc, voilà, c'est très difficile de dire faites ci, faites ça. Chacun fait ce qu'il peut aussi. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut tous, à notre niveau, par des petits pas, faire de grandes choses. Assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je veux dire, après, il est évident que la vie étudiante, malheureusement, ça a un temps. Moi aussi, j'aurais bien aimé retourner en arrière, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, évidemment, l'engagement, il est sur une vie en réalité. Hein. Enfin, le féminisme, en soi, c'est vraiment... C'est sur une vie, donc les étudiants, c'est une phase. Après, il y a tout le reste. Et après, il y a prendre possession de la rue, prendre possession sur les réseaux sociaux, prendre possession au travail, ne pas hésiter à aller chercher des associations et pas forcément viser celles qui se revendiquent être féministes. Hein. En réalité, j'ai envie de dire, elles le sont déjà. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il faut plutôt essayer d'introduire celles qui ne sont pas encore ou pas assez. Et en vrai, non, mais il faut être rusé et stratège. Mais du coup, mine de rien, en fait, il faut prendre possession dans des espaces dont on estime encore ne pas avoir, je ne sais pas, soit syndrome de l'imposteur, soit plafond de verre et que sais-je encore. Mais en réalité, l'engagement ne doit pas vraiment s'arrêter à votre vie d'étudiante parce qu'en réalité, vous allez de toute façon être une femme à la maison, au travail, dans la rue, avec le copain, avec la copine, peu importe. Et dans tous les cas, le combat va continuer. Donc, le combat ne fait que continuer, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qui s'arrête aux études. C'est une autre porte qui s'ouvre en fait sur quelque chose d'autre. Et du coup, peut-être peut-être un peu moins, on va dire, cadré, parce que c'est vrai, quand on est dans une association étudiante, on a aussi cette sécurité, on se connaît, voilà, on se suit, on se soutient, on s'épaule. Après, je vais me dire, c'est un peu l'aventure. En vrai, l'aventure, ça fait du bien, ça challenge aussi, et du coup, je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de se dépasser, de sortir de cette zone de confort, et de ne pas forcément aller voir que les endroits dans lesquels on se sent à l'aise, dans lesquels, en fait, ouais, elles sont féministes, donc du coup, elles me comprennent. Oui, bien sûr, on sera toujours là et on pourra entendre, mais en réalité, notre objectif, et je pense qu'il est commun à toutes les personnes qui sont ici ce soir, c'est en réalité de faire en sorte qu'on n'ait plus à avoir ce genre de conversation et à se réunir. Hein. Donc pour cela, il faut aller là où on ne nous attend pas, où on ne nous attend plus aussi. Merci beaucoup pour ces réponses encore une fois. Et du coup, je pense qu'on va conclure et on aimerait vous demander du coup, Catherine et Rana, si vous pouviez un peu résumer votre idée, enfin ce que vous avez un peu envie de dire pour en mot de fin pour clôturer cette masterclass, pour parler de l'engagement étudiant, une ou deux phrases de choses que vous avez envie de dire. Voilà. Rana, non, j'y vais. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est bravo, bravo et merci pour votre initiative.
J'étais ravie d'être là ce soir avec vous. J'étais ravie d'échanger. Moi, j'aime vraiment beaucoup échanger avec des générations qui s'éloignent de la mienne. Je trouve que c'est un des avantages enfin, des avantages de l'âge. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, cette transmission de flambeau, je trouve qu'elle est importante. Et je suis très fière de voir toute cette relève qui est faite par vous. Moi, j'ai une fille de 15 ans qui est ultra féministe et ça me réjouit parce que je me dis que ça n'est pas juste un mouvement qui, en fonction du moment, va dans un sens ou va dans un autre. C'est une lame de fond qui, je l'espère, fait que ça ne changera plus, qu'on avance vers plus d'égalité. Moi, je suis révoltée par les injustices et par les injustices faites aux femmes et aux filles. Et du coup, me dire que si j'ai pu, dans ma vie, agir et être une petite pierre, un grain de sable dans cette voie vers plus d'égalité, vers un monde plus juste, je trouve ça formidable parce que, en général, quand on est sur cette vision inclusive des uns et des autres et de leurs différences, on est aussi dans un plus grand respect de la nature. Enfin, c'est une approche assez systémique et je pense que enfin, face à la situation de la planète sur plein d'enjeux climatiques, environnementaux, etc., il nous faut quelque chose un éveil qui fasse que on mette en place des actions qui aillent dans le bon sens. Et je pense que, je crois, que le féminisme et toute cette volonté de plus d'égalité, elle va dans ce sens-là. Donc, voilà, je n'ai qu'une chose, c'est vous encourager à continuer, à poursuivre, à ne rien lâcher, à aller au bout de vos rêves, au bout de vos histoires, parce que c'est possible, à vous inspirer des uns, des unes, des autres, mais à tracer votre voie, parce que je pense que c'est là que ça nous permettra de construire, d'aller vers un monde plus égalitaire, plus juste et plus respectueux de la nature et des hommes en général, enfin des hommes, des femmes, des êtres humains. J'avoue que Catherine m'a cloué le bec, là, je ne sais plus quoi dire là. Tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et effectivement j'ai le même sentiment en réalité sur le féminisme et sur le fait que plus on s'engage et plus ça en devient un cercle vertueux en réalité, qu'il y a des prises de conscience sur quelque chose de beaucoup plus grand, vraiment de systémique sur l'environnement, en tout cas pour moi, hein. Je sais que plus j'ai poussé j'ai envie de dire dans mes convictions dans le féminisme, et plus je me suis rendu compte qu'en fait je commençais à faire du tri sélectif, ce genre de choses, alors qu'avant je m'en foutais complètement, mais en vrai je pense que c'est vraiment quelque chose de vertueux. En réalité je pense qu'on pense différemment, parce qu'après on dit oui mais qui sont les personnes les plus impactées en réalité par machin, le climat, blablabla. Après on dit ah mais c'est les femmes et ça là. Et du coup on commence à faire un petit pas, et en réalité l'engagement il se situe pas forcément que avec nous dans les associations. En réalité, je pense que c'est vraiment le petit colibri, quoi. Tous les jours, un petit quelque chose, tous les jours, un petit quelque chose, mais un petit quelque chose qui commence pas forcément dans la rue, hein. Il commence d'abord chez nous. Et en vrai, vous avez tellement de choses à faire depuis chez vous. Catherine l'a évoqué. Cet engagement et ce bénévolat, il peut se faire par 1 milliard de façons, par le biais, aujourd'hui, on a beaucoup de chance par le biais d'Internet. Donc, il ne faut pas non plus se dire, ça y est, on est encore foutu, on va être encore confiné. Et du coup, il ne va rien se passer. En réalité, il va se passer énormément de choses et ça ouvre le champ des possibles. En réalité, il ne faut pas se limiter par rapport à cela. Donc, l'engagement, il est possible en tant qu'étudiant, mais encore après, chez vous, dehors. Voilà, il faut vraiment pas se limiter. Et de toute façon, vous avez, je pense, les liens qui ont été communiqués. Et on espère du coup que vous ferez aussi, vous serez en tout cas partie intégrante par rapport au Forum Génération Égalité qui évoquait du coup ONU Femmes. Et pas que, parce que ça ne s'arrête pas au Forum Génération Égalité, mais on espère en tout cas que de grands engagements vont être pris au niveau international et que vous veillerez, vous comme nous, à ce qu'ils soient réellement mis en œuvre, parce qu'entre ce qu'ils disent et ce qui va se passer dans la réalité, là pour le coup il y a un vrai job, hein. En tout cas merci beaucoup et bravo pour votre engagement.
Merci beaucoup pour ces discours très motivants, très inspirants et merci beaucoup d'avoir été présente ce soir. On était très honorés. Merci aussi à Marie, Oksana et Zora d'avoir témoigné et merci à tout le monde d'avoir regardé cette masterclass. On espère que ça vous a motivé, que ça vous a inspiré, que vous avez maintenant envie de vous engager si ce n'est pas déjà fait et que vous avez encore plus envie de vous engager. Donc voilà, merci beaucoup on vous souhaite une très très bonne soirée. Merci et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Je pense que comme on l'a dit sur nos réseaux sociaux aussi ces derniers jours, il y a 1001 façons de s'engager et pour clôturer, à vous de trouver la vôtre. Voilà. Très belle soirée à toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.